Merci surtout au lycée Jules Gallet de nous accueillir encore une fois dans ses locaux et de porter cette première opération Des livres et elle, qui a deux objectifs bien sûr, c'est promouvoir la littérature calédonienne en autorisant des rencontres avec des autrices et des auteurs, mais se servir de cette littérature pour aborder des problématiques de société, donc sensibiliser les élèves aux stéréotypes sexistes, aux violences sexuelles, à tous les déterminismes qui enferment les jeunes dans des modèles sociaux et tous les déterminismes aussi culturels. Donc on est vraiment ravis qu'une équipe de l'association des écrivains de la Nouvelle-Calédonie ait accepté de relever ce premier défi, puisque c'est vraiment un projet expérimental qui est piloté par le cluster Comité 3E. Et donc les auteurs, les autrices viendront à la rencontre des élèves au lycée Jules Garnier, mais les débats seront co-animés par les experts du Comité 3E, donc on a des psychologues, des sociologues, des professionnels de la santé mentale, de l'éducation bienveillante notamment, donc pour pouvoir enrichir ces débats et puis répondre à des questionnements qui vont émerger suite à ces lectures. Je tiens à vous faire part de ma réelle satisfaction de vous accueillir au sein du CDI du lycée Jules Garnier. Je suis systématiquement appuyée dans ces actions par Monsieur Lehoulier, notre proviseur, voilà, qui est systématiquement partie prenante de toutes les actions, qu'elles soient culturelles, scientifiques, littéraires, qui se déroulent au CDI. Ce projet auquel j'ai vraiment adhéré revêt plusieurs facettes qui m'intéressaient, outre l'aspect d'ouvrir les élèves à la culture océanienne, à la connaissance justement de cette littérature, des traditions. Il y avait aussi un aspect justement de favoriser la lecture à voix haute, tout ça dans le sens d'améliorer vos performances oratoires, puisque vous allez être amenés de plus en plus à pratiquer le grand oral. D'accord. Et outre ça, effectivement, il y a tous les aspects sociétaux que l'on peut, sur lesquels on peut débattre. Donc en même temps, c'est pour vous amener aussi à insuffler en vous des réflexions par rapport à toutes sortes de discriminations sexistes qu'on est amené parfois à rencontrer dans notre vie et contre lesquelles il faut se battre. Alors bien évidemment, je remercie aussi l'association des écrivains de la Nouvelle-Calédonie qui a répondu présent. Certains auteurs ne sont pas encore parmi nous, mais ils vont arriver. Et je tiens, vous le savez, à faire à accorder une petite pensée à quelqu'un qui a beaucoup milité pour la lutte contre les discriminations. C'est Dewe Gorodé, qui nous a quittés il y a peu de temps, qui laisse un vide dans le monde de la littérature calédonienne. Et au niveau justement de la cause des femmes, c'était une personne qui était très engagée. Et pour la citer, elle écrivait dans Outémounou, Petite fleur de cocotier, « Et si nous n'avons pas demandé à venir au monde, et si nous n'avons pas chose de naître femme, nous n'avons qu'une vie ici. Et maintenant, alors tentons au moins de la vivre au lieu de la subir. » Voilà. Donc, sur cette petite pensée pour cette auteure militante, voilà, on va ouvrir au lycée Jules Garnier cette belle action et ce gros projet des livres et elle, donc initié par le cluster 3E, porté par le cluster 3E, voilà, et auquel on a complètement adhéré. À présent, je pense que tous nos invités vont se présenter, peut-être nous faire partager certains de leurs textes en les lisant à voix haute. Voilà. On a envie de participer à la construction de cette société plus juste, basée sur des valeurs d'égalité, de mixité et de parité. Parce qu'on a besoin justement de repères pour se diriger tous ensemble, que l'on soit filles, garçons, adultes, jeunes, on a besoin de faire du lien. Et c'est ça l'association des écrivains depuis 40 ans maintenant, puisque Roland peut en témoigner, et d'autres comme Claude Miljac, comme Nicolas Kurtovic, peuvent parler de cette histoire et Dewe Gorodé d'ailleurs qu'on a cité, pourrait en parler de cette histoire commune des écrivains de la Nouvelle-Calédonie,
Il y a des écrivains ce matin, il y en a qui n'ont pas pu venir, mais je partage le même espoir que nous tous. Alors merci au comité 3E, merci à Véronique Mollo, c'est la fondatrice de ce comité et une présidente très dynamique qui ne cesse, qui a un bâton de pèlerin et qui va se battre partout pour faire entrer ses idées. Merci au proviseur qui nous a accueillis ce matin. Je m'appelle Fabienne Chenet, donc je suis poète. J'ai édité 2 ouvrages, Mots à mots et Cœur à corps, le dernier. Bon, j'ai 2 textes, je peux déjà en lire un premier. Moi, je l'ai appelé Dernier combat, je l'ai écrit pour l'occasion. Ce soir, dans le noir, elle a mené son combat, le dernier. Elle est partie, sans faire de bruit, sur la pointe des pieds. Dans sa fuite pour l'au-delà, elle a amené ses enfants. Déconstruite, elle a fait le choix de sacrifier ses diamants. Donner sa vie à la prunelle de ses yeux, les délivrer de la folie d'un homme dangereux. Jamais elle n'avait pensé en arriver là, à ce geste désespéré, pour arrêter le combat. Stopper le sablier, enfin se reposer, somme toute respirer pour l'éternité. Voilà. Donc comme premier. Et le second, il s'appelle Monstre. Je l'ai écrit aussi pour l'occasion. Hier soir, elle s'est refusée, alors tu l'as frappée. Et pour la corriger, tu l'as violée. Chaque jour, tu lui rabâches que l'homme à la maison, c'est toi. Que c'est jour de relâche quand tu le décideras. Elle devrait, à force de coups de poing, comprendre qu'elle t'agace à un tel point. Alors, tous les jours, tu lui fais passer le message, à coups de baffe, à coups de pied. T'en as marre des discours, t'es fatigué d'être sage, t'as plus envie de faire gaffe, t'as juste envie de l'injurier. Elle ne comprend plus l'homme qu'elle a épousé. Dans ses yeux, l'amour qu'elle a eu, où s'est-il envolé? Lui ne voit même pas qu'il est devenu un fumier et que chacun de ses pas s'enfonce dans un bourbier. Alors il est grand temps d'ouvrir les yeux, d'invoquer les esprits et de prier les dieux. Voilà, merci. Je m'appelle Sylvie Coquillard. La poésie, c'est plutôt mon domaine. Je ne vais pas prétendre être poète. Je vis en pays de poésie parce que c'est un monde particulier dans la littérature. C'est un espace où je me sens à l'aise parce qu'on peut parler de soi, c'est-à-dire c'est un espace solitaire. Mais vous allez le voir, j'ai choisi un poème où peut-être tous vous allez être impliqués, vous allez vous reconnaître un petit peu en disant « Tiens, je connais ça ». Voilà, c'est un partage de jeu vers nous. Écrire m'a sauvé. Écrire m'a sauvé de la solitude et de la vague amère des naufrages. Dans les eaux noires d'ombres glacées, d'abandon lourd comme des tombes. Écrire m'a sauvé de la colère, de la rage des orages, quand j'étais oublié du temps, perdu dans les forêts de trop de mémoires dépouillées. Écrire m'a sauvé du déni, de l'exclusion, de réclusion forcée entre hautes murailles et sombres cachots où les larmes sont vitrioles, auxquels on vous livre dans le froid et la peur. Écrire m'a sauvé des désespoirs, rudes comme des tempêtes et de houle à douloureuse crête. Je me suis accrochée, affolée, naufragée, aux mots qui dansaient et me retenaient de sombrer. Alors, j'ai écrit le vif des violences, écrit pleurs, écrit ravalé, écrit et appelé cette résilience si lente à se donner. Et si j'ai couché tant de mots sur la page des souffrances, c'est pour rester encore debout dans un vent qui rend fou. Alors, je suis restée libre. Je vais écrire jusqu'au dernier souffle, comme une prière, une rédemption. Tremper la plume complice dans l'encre de mon sang. Elle sait désormais dire et chanter la douceur, la joie, l'espérance et le miracle ignoré
de l'amour. Et donc là, j'ai trouvé un texte qui parle de discrimination et qui va sûrement vous parler, parce que ça parle d'un fruit que vous connaissez tous. Donc, milieu du 19e siècle, île Bourbon. Les mains sont fines et le geste ferme. L'une manie délicatement la fleur et l'autre opère l'insémination avec une épine. Ses mains appartiennent à un enfant de 12 ans, horticulteur. Edmond, fils d'esclave, déchire la fine languette protégeant les organes sexuels mâles de la fleur. Pistil et étamine, enfin réunis, la fécondation commence. L'île Bourbon devient vraiment celle de la réunion. Le fruit, au départ inodore, va se développer et se transformer en gousse parfumée après une longue technique de séchage. Ce geste initial va faire la fortune de nombreux colons, à défaut de celle de cet observateur curieux de la nature. Avant lui, seules de minuscules abeilles endémiques à l'Amérique centrale pouvaient assurer la pollinisation de la plante en contournant la fameuse languette. Mais partout ailleurs, faute d'insectes adéquats, les fleurs du vanillier, seule orchidée cultivée pour l'alimentation, ne donnaient pas de fruits. Avec ce procédé pratique, Edmond va révolutionner la culture de cette épice. La colonisation est d'ailleurs née de cet appétit insatiable de l'homme blanc pour les épices, les saveurs et parfums exotiques. Sans parler des métaux précieux, bien sûr. Dès 1804... C'est une musique qui accompagne. C'est joli, hein, c'est joli comme musique. Oui. Dès 1880, chez les planteurs, l'argent a eu un arôme de vanille à défaut d'une odeur de sainteté. Dans le domaine du commerce, Edmond devient l'égérie de la vanille car il représente, encore de nos jours, la personne associée à ce produit si convoité. Qu'un préadolescent noir et esclave ait réussi ce tour de magie par son seul sens de l'observation n'a évidemment pas plu à tout le monde. Il a été dénigré, contesté et mis sous le boisseau tant la supériorité des colons ne souffrait pas une concurrence colorée. Après l'abolition de l'esclavage, on alla même jusqu'à lui donner le nom d'Albius, afin de le blanchir, comme la fleur qu'il a chérie toute son existence. Cultivée dans de nombreux territoires français d'outre-mer, autres que la Réunion, Madagascar, Comores, Polynésie et Nouvelle-Calédonie, la vanille a conquis le monde. Ici, celle de Lifou est hautement renommée. Et puis, qui n'aime pas la vanille, la déguster ou la sentir. Même sa couleur, assimilée au grège et à lait cru, ensorcelle. Edmond, lui, n'a jamais quitté sa commune de Sainte-Suzanne et est mort dans la misère à la cinquantaine. Ça jette un froid. Et la prochaine fois que vous consommerez une glace maison à la vanille, peut-être y percevrez-vous un parfum d'injustice. Donc l'histoire se déroule en Calédonie, vous voyagez au Vanuatu, à Paris, à Melbourne, vous allez au Fidji, au Vietnam et même en Libye. Voilà. Donc c'est un roman, j'ai voulu que le lecteur voyage. Lève tôt, les habitants de Païta déambulent nombreux parmi les commerces du village. La boulangerie et la station-service ne désemplissent pas. Dans la queue, Jacques hume la bonne odeur de viennoiserie croustillante et de petits pains sortis du four. De bonne humeur, il laisse parler sa gourmandise. Il achète aussi le journal, il rayonne. Tout se déroule à merveille. Les obstacles semblent levés. La veille, il a décidé d'accélérer son plan d'action afin de repartir au plus vite en Asie. Promesse de plaisir plus corsé. De retour dans sa voiture, il feuillette le journal. Excellent. Il démarre. Dépasse le lycée professionnel Jean 23, tourne à droite, après 1 kilomètre. Les camions de pompiers envahissent les bas-côtés de la chaussée, tandis que, au loin, une épaisse fumée obscurcit le ciel. Il salue les gestes d'un homme, il salue d'un geste des hommes du feu et le gendarme préposé à la circulation.
Voisins et badauds scrutent avec inquiétude la maisonnette dévastée par l'explosion de la nuit dernière. Ravi de l'efficacité de son traquenard, Jacques délaisse les curieux et 300 mètres plus loin s'engouffre dans une longue allée. Sifflotant, il descend de la voiture et, ses courses en main, admire sa vaste maison familiale. Impatiente au bord du lit, Waiko, coincé dans le noir complet, guette le retour de Jacques. Après une nuit d'insomnie, sa décision est prise. Déçue et furieuse, ses sœurs, Kaabo en tête, ne lui pardonneront jamais. Mais sa fille vaut un tel sacrifice. Pour s'en sortir, elle doit lâcher des informations sur leurs cellules. Peut-être aussi tenter quelque chose. Quand la clé tourne dans la serrure, que le néon l'aveugle, elle inspire profondément. Jacques, plateau en main, s'installe sur sa chaise. Il dépose sur le lit viennoiserie, mug de café et journal. La journée sera longue et nous avons peu de temps. Allons à l'essentiel. Je vous écoute. Projetant le plateau dans sa direction, Waiko bondit sur le lit, le renverse de sa chaise, lui balance le pointu de sa chaussure sur le crâne. Malgré une musculature rouillée par l'enfermement, elle se précipite vers la porte blindée. 2 balles ricochent sur l'acier, elle se fige, se prépare à une terrible sanction, pense à sa fille. La 3e est pour ton genou. Et là, j'ai choisi dans l'un de ces textes qui s'appelle Aliki, donc c'est le nom d'un personnage, et il se retrouve finalement, il est dans la recherche, il est dans l'errance, mais une errance productive, hein, il n'est pas dans le désespoir, et il se retrouve face à des étudiants, et comme on parle de discrimination, de violence sexuelle, j'ai choisi cet extrait qui parle de l'amour. Certains étudiants sont surpris d'entendre ce type de discours dans un pays calédonien imprégné de violences verbales, physiques, conjugales, attestées par des statistiques annuelles. Axel, originaire de Koné, métisse par son père, demande une précision. Comment définir l'amour courtois? Dans les rapports du Finamore, comme on le nommait jadis, les valeurs et les vertus véhiculées conduisaient à une forme de sacralisation de l'amour. Respect, honnêteté et bonheur en étaient les fondements. Il explique également à ces jeunes que cette alchimie de sentiments prend forme dans le secret, car on ne révèle presque jamais le nom de la dame aimée. Aliki poursuit, le secret sanctifie l'amour qui demeure ainsi auréolé de mystère. L'art d'aimer courtoisement échappe à ceux qui voudraient lui nuire et à tout jugement, qu'il soit de l'ordre de la religion ou de celui de la société. Sourire dans la salle. La joie et le désir amoureux sont le plus souvent spirituels, précise Aliki. Par exemple, on ne représente que très rarement la jouissance corporelle, et ce, afin que se forme par cet éloignement une abstraction idéalisant ainsi la personne aimée. L'imaginaire amoureux devient une épure du désir. La poésie et sa beauté permettent d'exprimer cet état et d'atteindre une connaissance supérieure qui seule donne un sens à la vie. Après Axel, d'autres étudiants posent des questions sur la différence entre la poésie courtoise et la poésie religieuse. L'image de la femme y est-elle représentée de la même manière? Aliki explique lentement et avec détachement. Les femmes aimées d'amour courtois peuvent parfois prendre les traits d'une femme en gloire comme en religion. La figure de la Vierge Marie, symbolisant l'espérance du salut, peut devenir le modèle sur lequel s'appuie l'écriture du poète. D'autres points de perception sont évoqués. Ceux sur les sentiments de joie d'amour et de nostalgie d'amour, sentiments opposés et pourtant complémentaires. Joie et douleur, crainte et espérance sont liés. En passant par les épreuves de la séparation ou de l'absence, chacun peut faire cet apprentissage. Comme dans une ascèse, en sortant de la raison pure. Car il n'y a pas pire folie que de ne pas aimer. Et l'attitude raisonnable est d'aimer à la folie. Voilà. Avant de vous quitter, je tiens vraiment à réitérer mes plus chaleureux remerciements à l'équipe pédagogique du lycée Jules Garnier,
aux professeurs qui vont tous être associés à cette opération, puis bien sûr à tous les membres qui sont tous membres de façon directe et indirecte du comité 3E. Donc merci encore de votre présence et des convictions que vous acceptez de partager avec les jeunes. J'espère que ces extraits vous ont donné envie de lire. En tout cas, tous ces ouvrages seront à votre disposition et des temps de débat seront également organisés. Donc la suite, ça se passera avec d'autres élèves à Blaise Pascal et au lycée Escoffier, dont nous avons également ici des représentants. Et je remercie les collègues de ces établissements respectifs et notre collègue du vice-rectorat qui représente aujourd'hui toute l'équipe du vice-rectorat. Merci d'être là également à nos côtés.